Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir en duplex Monsieur René Naba. René Naba est un journaliste, un ancien journaliste, reporter de guerre, écrivain qui a à son actif beaucoup d'ouvrages. Mais s'il faut que je présente René Naba, ça va prendre du temps. Un autre jour, je reviendrai là-dessus. Comme il sait bien le faire, je laisse notre invité, M. René Naba, de se présenter brièvement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Bonjour René Naba. Bonjour. Très simplement, je suis natif d'Afrique. C'est un fait essentiel qui aura conditionné ma vie. Je suis né au Sénégal et votre président de Guinée, c'était un ami de ma famille quand il y avait le Grand Conseil de la OEF, où il siégeait au sein à Dakar, qui était la capitale de toute l'ancienne Afrique occidentale. J'ai été correspondant de guerre, donc un journaliste de terrain, et le fruit de mes expériences, je l'ai consigné dans des livres. L'un des ouvrages qui a eu le plus de retentissement en France, ça a été Du Bougnoul au Sauvageon, voyage dans l'imaginaire français qui dénonçait les stigmatisations des Français à l'égard de ceux qui, pendant deux fois en un siècle, ont été volés au secours de la France pour l'aider à défendre un pays qu'ils n'ont pas su ou qu'ils n'ont pas pu défendre. Voilà. Cela dit, je dois vous dire une chose, je suis un contributeur. Je suis honoré d'être un contributeur du site Guépard.net, dont j'ai mis la page internationale. Certains d'entre vous ont eu l'occasion de me lire, d'autres, en faisant connaissance aujourd'hui, auront l'occasion de m'entendre et de me lire. Voilà, c'était l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Pour moi, alors, pour ce qui me concerne. On remercie. Et je m'appelle René, pas Monsieur René. Bon, on remercie René Naba qui n'accepte pas qu'on l'appelle monsieur. Il a été très modeste dans sa présentation. René Naba était un reporter de guerre au Moyen-Orient pendant les périodes particulièrement chaudes. Il a côtoyé les grands de ce monde, les Yasser Arafat et tant d'autres. En tout cas, c'est cette période où le Moyen-Orient était fait à sang que René Naba représentait l'AFP. Donc, mais je reviendrai sur cette question plus tard. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler René Naba pour le grand bonheur des internautes du Guépard.net pour qu'il nous parle de la situation actuelle du Moyen-Orient qu'il connaît bien, le conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, il vient de publier un article qui est sur le Guépard.net en parlant de la centralité de cette question parce que les gens pensaient que la question israélo-palestinienne était déjà mise de côté. Mais avant que je ne donne la parole à René Naba, je tiens à informer mes internautes que René est une connaissance de longue date et cette connaissance s'est transformée en amitié. René Naba a été à un moment donné de sa vie, il tenait une librairie universitaire. C'est dans ce cadre qu'on s'est connus. J'ai quitté l'université Paris 2, Panthéon Assas, pour aller à l'université Paris 1, Panthéon Sorbonne, parce qu'à l'époque, un étudiant africain devait passer forcément par la Sorbonne. Alors, c'est en ce moment que j'ai fait la connaissance de René Naba. Il nous a été particulièrement utile, pas que moi. Beaucoup d'étudiants guinéens, comme notre ami Malik Kadra actuellement, René Naba, l'un de vos disciples, il est aujourd'hui recteur à l'ESCG Conakry, et beaucoup d'autres Africains. L'endroit était devenu le lieu de rencontre des Africains. C'est là-bas qu'on faisait connaissance. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait que des Africains, mais c'est là-bas qu'on faisait connaissance à travers René Naba, et cela plus de 20 ans d'amitié. Merci René Naba pour ce que tu as fait pour nous et pour beaucoup d'autres. Alors, je pose maintenant ma première question, on en aura deux. Nous venons d'assister au conflit qui a opposé Israël au Hamas. Alors René Naba, que peux-tu nous dire sur ce conflit, le pourquoi et le comment? Pourquoi ce conflit reste encore, je pense, plus de 50 ans après son début? Très simplement, parce qu'on a créé Israël en substitution
des crimes commis par l'Europe à l'égard de la population juive. Donc on a voulu compenser ce crime, le génocide hitlérien et auparavant les pogroms en Europe, en leur donnant une patrie de rechange. Une patrie de rechange, ça a été au détriment du peuple palestinien. Autrement dit, on a sous-traité au monde arabe l'antisémitisme récurrent de la société occidentale. Au lieu de réintégrer les juifs dans les sociétés européennes pour dire vous êtes égaux avec nous, vous êtes différents de la religion, mais on est tous des citoyens, d'autant plus en France qu'il y a la laïcité, que la religion n'est pas déterminante. Au lieu de réintégrer les juifs dans leurs droits et dans la société européenne avec les mêmes droits et de reconnaissance des mêmes devoirs, on a voulu leur créer un État sur les débris de la Palestine en invoquant un peuple sans terre pour une terre sans peuple, qui était une fumisterie propagatoire pour justifier l'usurpation d'une terre en fait coloniale. Passons sur ça, l'historique, mais nous en reviendrons un autre jour. Le problème, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, les Occidentaux avaient fait le pari d'enterrer en douceur le problème palestinien. On va laisser atermoyer Israël, elle va continuer à faire des faits accomplis, elle va annexer, elle va construire de nouvelles colonies, et petit à petit on va tout grignoter. À un moment donné de guerre lasse, les Palestiniens vont abdiquer, on va déplorer, on va tout mettre la responsabilité de l'échec de la Palestine sur les Palestiniens, et on va se débarrasser d'eux, et comme ça le problème aura été enterré, d'autant plus, et le phénomène d'enterrement s'est accéléré considérablement avec l'arrivée de Donald Trump. Lui, il a carrément décidé de reconnaître que Jérusalem était la capitale d'Israël, donc il n'y avait plus rien pour les secteurs arabes de Jérusalem, les lieux saints, musulmans et chrétiens qui sont dans le secteur arabe oriental de Jérusalem, et il a transféré lui-même, au mépris des règles internationales, l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, croyant, et il a encouragé pas mal d'États arabes, principalement des monarchies, à reconnaître Israël, à se désarter du champ de bataille. Et donc on pensait que tout le monde se réjouissait qu'il n'y aura plus jamais de conflit entre Israël et les Arabes. Ça, c'est une analyse occidentale qui consiste à confondre leurs vœux, leurs souhaits avec la réalité du terrain. Le problème, c'est qu'Israël, qui est gouverné depuis une vingtaine d'années par le parti d'extrême droite, le Likoud, et ce n'est plus les travaillistes, l'idéal de socialisme, du kibbutz, de la solidarité ou de la fraternité. Ce qui s'est passé, c'est que ce gouvernement est racialiste, en ce sens qu'il multiplie les faits accomplis et il encourage le dégagement des Palestiniens. L'incident est arrivé, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le tir de Hamas en roquette qui a embrasé la zone, c'est la volonté des Israéliens en plein mois de Ramadan d'expulser des Palestiniens d'un quartier de Jérusalem-Est, Sheikh Jarrah. Ils voulaient les démolir pour installer des Juifs, et à un moment donné, on aurait dit, bah, mais toute la population de Jérusalem est juive, donc il n'y a pas lieu qu'il y ait des Arabes ou des Palestiniens, chrétiens ou musulmans, à Jérusalem. Et donc, ils ont voulu les expulser de ce quartier palestinien. Il y a eu des échauffourées. Il y a eu un groupe d'extrême droite qui a fait des pogroms anti-arabes et anti-musulmans et anti-palestiniens. C'est-à-dire, ils ont appliqué à l'égard des Arabes ce que les Allemands faisaient avec eux en 1940. Ils allaient dans les quartiers juifs, ils détruisaient leurs maisons, ils leur pillaient leurs biens, ils les expulsaient. C'est ce qu'on appelle un pogrom. Le massacre est par la terreur. Les Juifs ont fait des pogroms à l'égard des Arabes et des Palestiniens en plein Ramadan. Ça a été, mais avec le silence complice de la communauté occidentale, pour une simple raison. Il te dit, chaque fois qu'il y a quelque chose, on dit Israël a le droit de se défendre. Admettons qu'Israël a le droit de se défendre. Israël, quand même, c'est une puissance nucléaire, c'est la puissance militaire majeure, complètement équipée par les États-Unis à crédit. Je veux bien, pour les sympathisants d'Israël qui disent Israël a le droit de se défendre, mais il est aussi moralement judicieux et honnête de reconnaître le droit des Palestiniens, le devoir des Palestiniens de combattre contre leur dépérissement.
Depuis 70 ans, il y a un sociocide qui est en train de se commettre à l'égard des Palestiniens. On est en train de gommer toute leur identité, toute leur âme, toute leur culture, tout leur patrimoine, toute leur tradition alimentaire, musicale et tout. Et donc, si Israël a le droit de se défendre, à plus forte raison, le faible palestinien avait le droit, le devoir de combattre pour éviter son dépérissement et son extermination. Et même de l'occupation. Le droit de résister à l'oppression, quand même, est un droit naturel qui a été découvert par les juristes, ne l'ont pas inventé. Donc, oui, d'un côté... La culpabilité, le problème, le droit s'applique partout, sauf en Israël, parce que les Occidentaux ont une complète responsabilité énorme dans le massacre des Juifs en Europe. Vous savez, en Europe, les Juifs, durant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis, qui a massacré les Juifs? L'Allemagne et la France, la collaboration de Vichy. C'est-à-dire, c'était les deux pays les plus civilisés, les plus avancés au monde en matière de culture, de philosophie et tout. Il y avait le troisième pays, c'est le Royaume-Uni, mais lui n'a pas participé. Il a été le fer de lance du combat. Donc les deux pays parmi les plus civilisés du monde, c'est eux qui ont massacré des Juifs. Donc tout le droit naturel à la résistance à l'oppression, ça s'arrête dès qu'il s'agit du fait juif. Il y a une culpabilité et donc une solidarité expiatoire. Une solidarité expiatoire, retenez ce mot. C'est-à-dire, quoi que fasse Israël, ils vont accepter. Mais, donc, alors... à partir du moment où l'autorité palestinienne est ligotée par des accords avec les Israéliens, elle a besoin des taxes que l'Israël prélève arbitrairement sur les exportations pour la faire vue. Hamas a voulu se poser en défenseur non seulement de Jérusalem, mais des Palestiniens, et il a tiré des roquettes sur Israël. Alors, une question ici, René, c'est une parenthèse. Tu avais parlé tu avais dit dans ton article que le ciel israélien était devenu un passoire. Cela veut dire quoi? C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Israël est protégé par un dôme, un réseau de missiles. Normalement, il est tellement vanté, parce que le vent d'ailleurs, on l'a vendu le système Patriot à l'Arabie Saoudite, au Golfe, tout entier, et ça a coûté très cher. On devait le vendre à la Turquie. C'est-à-dire qu'il y a tout un réseau de missiles. Il te suffit du moindre avion qui survole l'espace aérien, un vol hostile et non amical, pour qu'une série de missiles se déclenche dans le ciel et abatte la ville. Ce qui s'est passé, les Hamas a envoyé des salves de roquettes. Les missiles ont été brouillés. Bon, Israël a dit les 4/5 des roquettes, on les a abattues, elles n'ont pas ciblé le... Bon, je veux bien, pour la propagande. Mais le problème, Hamas a tiré quand même 4300 roquettes en 10 jours, c'est-à-dire en moyenne 430 roquettes par jour. Là, le système balistique israélien anti-aérien, il a quand même neutralisé, mais il a quand même laissé passer quelques-uns. Disons que 10%, pour ne pas dire autre chose, je veux abonder dans le sens israélien, sur les 4300 roquettes tirées, disons que 10% ont échappé au radar israélien et au système balistique. Il y a quand même 430 missiles qui sont tombés sur Israël. 430 missiles, ça te fait une passoire. Hein. C'est pas un dôme hermétique. Ça fait fuiter. Et ils ont eu 12 morts, des incendies. Et ils ont détourné le trafic aérien de l'aéroport de Lod. Toutes les grandes villes ont été bombardées. Et c'est une fabrication artisanale. Le Hamas, c'est dans le Gaza, il est encerclé par Israël, et l'Égypte, il est sous blocus parce qu'ils ne veulent pas, ils ont peur de lui. Il a des fabrications de missiles de fabrication artisanale. Il a eu la technologie par l'Iran, la Syrie et le Hezbollah libanais. On lui a monté un missile. Et lui, il a cloné ce missile, il en a produit en quantité. À tel point que la violence des tirs était tellement qu'Israël, son système balistique, les missiles sont épuisés. L'Amérique est en train de reconstituer le stock de missiles israéliens pour rééquiper son dôme d'acier. Bon, on dit que le Hamas mettra 2 ans, 3 ans pour reconstituer son stock. Je laisse les Israéliens responsables de leur propagande. Mais je pense que moi, maintenant qu'ils connaissent la technologie de remonter, de faire des pièces détachées, ils vont pouvoir le reconstituer. Pourquoi il y a eu une faillite israélienne? Après tout, Israël, c'est ce qu'on vante la première armée de la région
elle a une puissance comparable aux puissances de l'OTAN. Et comment ça se fait que des va-nu-pieds lui infligent une raclée? Parce que dans cette affaire, quand il y a un David qui combat un Goliath, s'il fait jeu égal, c'est lui le vainqueur. C'est lui le vainqueur, quel que soit le nombre des victimes. Et c'est une leçon à prendre pour les Africains. Quand on a un droit, on le paye chèrement. On ne s'en va pas se nourrir les requins en Méditerranée, fouillant les pays. On combat les dictatures pourries de nos pays pour faire valoir nos droits et exiger des réformes. Alors, Hamas a payé le prix fort, mais il a fait jeu égal avec Israël et il n'a cédé rien, puisque le cessez-le-feu est obtenu sans aucune condition exigée du Hamas, et même l'Amérique, qui boycottait les Palestiniens sous Trump, a dit qu'elle promettait de débloquer de l'argent pour favoriser la reconstruction de l'enclave de Gaza. C'est une victoire psychologique énorme et ça permet à Hamas de s'opposer en défenseur de Palestiniens. Et tous ceux qui avaient fait le pari que le problème palestinien serait enterré viennent de recevoir une gifle magistrale. Voilà monsieur, vraiment. Ah, vraiment, parfait. Alors là, c'est pourquoi tu as dit que tu as parlé de la centralité de la question palestinienne que certains croyaient enterrée, mais qui vient de se faire jour. Mais il y a un élément nouveau quand même, c'est que cette fois-ci, le Hamas a pu frapper jusqu'à Tel Aviv, ce qui a paralysé un peu la vie économique, même le trafic aérien de Tel Aviv, ce qui n'est quand même pas rien. Maintenant, je te pose la question en tant que connaisseur de ce monde. Il y a aujourd'hui des gens qui disent qu'Israël n'a qu'un seul choix, ou laisser la création de l'État palestinien, ou bien se trouver ou pratiquer l'apartheid qui ne peut pas tenir longtemps, parce qu'aujourd'hui, fait nouveau, même aux États-Unis, vous avez désormais des jeunes élus, pas que les jeunes, parce que Bernie Sanders aussi a dit qu'il qualifie la situation, la pratique israélienne quand même, d'apartheid. Le mot est très lourd. C'est des choses dont on ne pouvait pas imaginer il y a quelques instants, il y a quelques années seulement. Si c'est l'allié indéfectible d'Israël qui commence, les élus de ce pays commencent à qualifier ces pratiques de pratiques d'apartheid, est-ce qu'à votre avis, cette situation peut être tenable pendant longtemps encore? Non, d'abord, il y a une modification des rapports de force dans la région. Le problème palestinien s'est imposé comme une question centrale de la géopolitique du Moyen-Orient. Et pire que ça, c'est la ligne de fracture entre deux mondes. Entre un monde, il y a un bouleversement géostratégique global. En l'an 2035, la Chine deviendra la première puissance planétaire. Elle déplacera les États-Unis. Ça, c'est le premier. Pour la première fois depuis 6 siècles, le leadership mondial ne sera plus l'Occident, l'homme blanc, comme on dit. Ce sera l'Asie, le continent majeur du prochain 21e siècle, qui a commencé maintenant, mais le futur du 21e siècle, le premier continent majeur, ce sera l'Asie. Vous avez 4 puissances nucléaires, beaucoup plus que l'OTAN, la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée, voilà 4, et ils regroupent la puissance économique majeure avec l'Inde et la Chine par rapport à l'Union européenne et les États-Unis. Ensuite, ils ont la moitié de la population. La Chine et l'Inde, et plus l'Indonésie et le Pakistan, ça fait déjà 4 milliards. La moitié de l'humanité est en Asie. Donc, il y a un basculement en faveur de l'Asie du primat géostratégique. Deuxièmement, en Amérique, aux États-Unis même, vous avez la conjugaison, l'addition de la population afro-américaine plus hispanique font déjà, dans les prochaines années, feront la moitié de la population. La moitié de la population américaine sera basanée. Ce sera un métissage. Donc, ce qui explique que Barack Obama a été élu, c'est pas pour ses talents. Il y a aussi un calcul mathématique. La moitié de la population ne sera plus WASP, c'est-à-dire White Anglo-Saxon Protestant. Ce seront des gens qui viennent du tiers-monde, qui ont une idéologie, une culture indéfiniment différente des colons, des anciens colons fondateurs d'Amérique, les blancs protestants. Les Mexicains, mais les Latinos, les Africains, les Pakistanais, les Indiens qui sont venus en Amérique, ils ont une mémoire affective douloureuse de l'ancienne colonisation. Tous les Latinos ils ont connu le joug
de l'impérialisme américain. Ceux qui viennent d'Afrique connaissent le colonialisme et l'esclavage, et ceux qui sont venus des pays musulmans, pareil. Donc, il y aura une sensibilité plus grande. C'est ce qui fait qu'une partie, l'aile gauche de le Parti démocrate, déjà, prône un État palestinien, et Biden, qui est un pro-israélien absolu, a été obligé aujourd'hui de faire une déclaration et dit la seule solution possible, c'est une reconnaissance de deux États. Le problème, c'est le discours occidental est en train de changer. Ils ont voulu l'enterrer, le problème palestinien, il est revenu. Mais non, sur le plan strictement du Moyen-Orient, que l'organisation la plus faible de tous la conglomération de l'axe contestataire à l'hégémonie occidentale, le Hamas, qui est dans une enclave boycottée sous blocus depuis 15 ans par Israël et l'Égypte, et puis tenir tête pendant 15 jours à Israël, la puissance militaire majeure, qu'est-ce que ça doit être si c'était le Hezbollah qui avait attaqué, qui a une redoutable puissance de feu, qui a fait ses preuves sur les terrains, non seulement contre Israël depuis longtemps, mais en Syrie contre les djihadistes, et sans parler des Houthis face à l'Arabie Saoudite et l'Iran face à l'Amérique, qui est sous boycott depuis 40 ans. Il y a un bouleversement stratégique majeur. L'axe de la contestation à l'hégémonie est en train de monter en puissance, et je pense que, moi je ne sais pas, moi, conseil occidentaux, ils ont suffisamment d'experts. S'ils sont intelligents, ils obligeront les Israéliens à accepter un État palestinien dans les meilleurs délais. Sinon, les choses, le compte à rebours va commencer à tourner, et dans les 10 prochaines années, ce sera difficile pour eux de se contenter d'obtenir juste un petit État palestinien désarmé, mais on aura un État palestinien pleinement souverain, doté de sa souveraineté et de ses capacités de dissuasion, ce qui n'est pas le cas parce que maintenant on veut lui consacrer un bateau de temps sans police, sans gendarmerie, sans aviation, sans marine. Voilà, ça a été cette réplique du Hamas qui fait un 2. Après ces dérives dans la guerre de Syrie, il rentre de plein pied dans l'axe de la résistance et il valorise du coup la stratégie de la résistance et non plus de la soumission à l'ordre israélo-américain prôné par les monarchies du Golfe qui ont rampé durant l'été à la demande de Trump pour reconnaître Israël et que maintenant de plein fouet reçoivent une gifle qui marque leur déconfiture et qui sont couverts d'honneur et que les habitants de Gaza sont couverts de gloire malgré l'important sacrifice qu'ils ont subi. Voilà, c'était l'essentiel de la centralité. La Palestine est désormais la ligne de frontière entre deux mondes. Et ça, il faut savoir, ceux qui combattent pour la liberté au prix de leur vie et ceux qui veulent ramper. Il y a les reptiles et les vertébrés. Ibrahim et moi, on fait partie des vertébrés. Alors, honnêtement, je le pense. Hein? Alors, René, ce qui veut dire, tu as soulevé, René n'aime jamais qu'on le vous voit. Tu as soulevé une question, c'est-à-dire ce changement qu'un profane ne pouvait pas voir, comme on peut dire à l'œil nu comme ça, c'est-à-dire la majorité électorale est sur le point de basculer aux États-Unis. Ce qui veut dire que ce soutien, comme tu viens de dire, sous peu de temps... La majorité démographique. Après, il y a un travail de sensibilisation. Voilà, il y a un travail de sensibilisation à faire, mais quand tu regardes bien, pour aller dans ton sens, ceux qui se sont le plus, comment dirais-je, révoltés contre la position américaine, ce sont des élus d'origine étrangère, en tout cas qui ne sont pas blancs, à part Bernie Sanders. Si c'est, comment dirais-je, américains venant d'ailleurs, les autres, les anglo-saxons aussi venaient d'ailleurs, hein, ça, le problème ne se pose pas. Mais si en tout cas les nouveaux arrivants commencent à être beaucoup plus nombreux aux États-Unis, je pense qu'il y aura un tel bouleversement que je ne vois pas comment la situation d'Israël pourra être tenable, parce que l'injustice est là, connue de tous. Je me demande, comme tu as dit, on se sert des Palestiniens pour se dédouaner des crimes qu'eux-mêmes ils ont infligés aux Juifs. Mais pourquoi le criminel ne paye pas? Pourquoi c'est l'innocent qui doit payer pour le criminel? Si je t'ai bien compris, c'est ça. Alors, pour résumer, si j'ai bien compris ce que tu as dit, dans quelques années, la position américaine risque d'être changée parce qu'une bonne partie de sa population ne partagera pas la même vision sur cette question que, comme tu le disais, les Blancs qui étaient là avant.
Est-ce que j'ai bien résumé? La population, parce qu'il n'y a pas que le bouleversement démographique, il y a les rapports de force régionaux. L'Amérique décidait de tout sur le Moyen-Orient. Elle n'a plus le monopole des airs. Depuis la guerre de Syrie, il y a une base aérienne russe en Syrie, il y a une grande base navale, il y a une base chinoise en Algérie. Ça n'existait pas avant. Donc il y a aussi des rapports, il y a une conjonction entre le bouleversement démographique des États-Unis et la modification des rapports de force régionaux. Mais, chers amis, je voudrais savoir pourquoi tu se soucies du destin d'Israël. Ici, ils ont beaucoup de think tanks avec les Américains, leur collaboration. S'ils ne sont pas assez intelligents pour anticiper les évolutions et essayer de gérer au mieux la transition pour sauver leur peau, en tout cas sauver ce qui est à sauver, mais vous savez, les gens qui font leurs erreurs, ils en payent le prix. La France a payé le prix en 1940 avec ses erreurs de calcul. On n'a pas, nous, pays originaires du tiers-monde, à nous substituer aux grands décideurs qui ont maître du monde qui, pendant 6 siècles, ont gouverné la planète. Laissez-les se contredire et s'empêtrer avec leurs contradictions. S'ils n'évoluent pas d'une manière intelligente et anticipant, d'une manière dynamique, pour faire une coopération dynamique entre les autres, tant pis pour eux, ils en paieront le prix. Il y en a beaucoup qui ont payé le prix. Des grands empires se sont effondrés. L'Amérique est en train de s'effondrer. Pourquoi? Elle a fait des guerres depuis le 11 septembre, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, un peu partout. Ça l'a ruiné sur le plan économique. Elle a dû s'endetter considérablement. La Chine lui a pris son endettement de 2000 milliards de dollars. Elle a profité des intérêts que l'Amérique lui a payés pour aller conquérir l'Afrique. La Chine est la première puissance économique en Afrique du fait des intérêts que l'Amérique lui paye, les intérêts de la dette qu'elle a contractée auprès de la Chine. Voilà. Alors, c'est des erreurs qui se payent. René, j'avais 2 questions aujourd'hui, mais la première est tellement passionnante qu'on est arrivé à terme de notre entretien. Là, comme tu m'as promis, conseiller diplomatique du Guépard que tu es, désormais, les internautes du Guépard.net vous verront très souvent sur des questions internationales dont ils aiment tant. Vous savez, l'Africain, on a ceci de particulier que nous nous intéressons à tout ce qui se passe, surtout l'actualité internationale dont nous avons très souvent subi les conséquences. Mais René Naba, avant de terminer, j'aimerais en 2 minutes que tu me parles de Yasser Arafat, parce qu'on parle de la Palestine. Yasser Arafat que tu as côtoyé. Quelle a été ta première rencontre avec Arafat? Ce monsieur, comment tu peux le qualifier? Parce que j'ai vu vos photos, j'ai vu tes photos. Ma première rencontre, c'est le hasard. J'étais correspondant au bureau régional de l'AFP. Bon, je passe les premiers épisodes, comment j'ai fait le premier contact avec la Palestine. Et un jour, le 1er juin 1970, le directeur du bureau de l'AFP me dit, vous savez, il y a des accrochages en Jordanie, vous allez y aller. J'ai dit, ça tombe bien, moi je ne connais pas la Jordanie, donc je vais y aller. Il me dit, c'est 15 jours après vous revenez, après vous partez en vacances. J'étais en Jordanie, je devais y aller pour 15 jours, j'avais pris une valise, 2 t-shirts, un pantalon et des sous-vêtements. Les accrochages se sont multipliés, je suis resté 6 mois. J'étais assiégé en Jordanie, ça a été mon premier siège. Mais quand je suis arrivé en Jordanie, il y avait l'ambassade de France et on était 2 journalistes de l'AFP. Le journal l'AFP, l'ambassade de France dit, on assure la protection du journaliste français qui a la nationalité française, mais vous avez la nationalité libanaise. Donc on ne peut pas vous assurer votre protection. Et comme j'étais arabophone, arabisant, locuteur arabophone, l'AFP et l'ambassadeur décident que le français va couvrir les troupes royales, c'est-à-dire chars, blindés, aviation, protection, et moi, la personne d'origine arabe, je devrais couvrir du côté palestinien. Mais le côté palestinien, face à des raids de l'aviation et des obus, des chars, c'était disproportionné. C'est un peu comme le Hamas et l'Israël. Donc, j'ai été me couvrir au bureau de l'AFP. Le bureau de l'AFP, à un moment donné, les Palestiniens, j'allais souvent dans leur camp pour voir comment ils se couvraient. Et à tel point, parfois, il y avait de tels tirs que je devais rester sur place dans la journée. Je ne pouvais pas rentrer la nuit à l'hôtel. Il y avait le couvre-feu. Donc, je suis resté coincé pendant plusieurs mois
dans les sous-sols des camps, et je les voyais tous les jours, Arafat, Abouya, tous ces gens-là. À un moment donné, je dis, je peux rien, je peux pas rentrer, je peux pas sortir. Donc j'étais là et j'ai assis. Et c'est comme ça que j'ai, au fur et à mesure, découvert que la connaissance de toutes les personnalités palestiniennes. Au bout de 3 mois, je suis sorti et je me rappelle que j'arrive à l'AFP, j'avais reçu un coup de fil de Paris. Écoutez, vous sortez du siège des camps palestiniens. C'est pas volontaire. Hein. D'ailleurs, j'ai une photo, je vais t'envoyer. Non, je l'ai. Siégé avec eux. Et donc à ce moment-là, on me passe à l'antenne Yves Monrosi pour une interview. Il me parle et moi je lui rentre dans les détails. Arafat c'est ceci, il mangeait ça au petit déjeuner, il faisait ceci. Et il sort une phrase, le meilleur spécialiste de la question palestinienne. Je dis, mais attends, il y a 3 mois, je ne connaissais même pas ces personnes-là du camp. C'était des gens très modestes, très simples. Ils vivaient. Arafat se contentait de peu. Il dormait chaque nuit dans un endroit différent. Chaque nuit dans un endroit différent. Donc ça crée une instabilité pour des raisons de sécurité. Alors après, qu'est-ce qu'il mangeait quand il pouvait? C'est pas tous les jours, alors que ce matin, il avait un café. Non, quand il pouvait, il mangeait un pain sec. Tout ça était comme ça. Il mangeait quand il pouvait, il dormait quand il pouvait. Il travaillait tout le temps. De préférence la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que les coups d'État, les complots et les offensives militaires, que ce soit des Israéliens ou des Jordaniens ou les assassinats, avaient lieu de la nuit à la faveur de la nuit. Donc la nuit, il travaillait tout le temps. Il dormait pas. Il travaille, mais Assad aussi, le président syrien, fait la même chose. Hein. Il travaille la nuit et il dort à partir de 8 h du matin parce qu'il y a beaucoup de garde-corps. Et quand il y a un raid, tout le monde le voit, tout le monde l'entend et tout ça. C'est comme ça qu'ils ont inversé leur vie pour qu'on se dédier à la Palestine et à la cause des libérations du tiers-monde. Voilà. Qu'ils ont été à l'origine de la résurrection du peuple palestinien. Et maintenant, ils ont pris la relève. Le Hamas, si vous voulez savoir, c'est une création au départ, comme Arafat n'a pas voulu prendre parti du Koweït contre l'Irak au moment d'invasion du Koweït, il voulait favoriser une entente entre l'Irak et le Koweït, une médiation arabe. Le Koweït et Israël et les Américains ont créé une organisation islamiste pour concurrencer l'OLP et discréditer Arafat. Ça a donné le Hamas. Et maintenant, ils ressemblent à Juif, parce que ça s'appelle jouer à l'apprenti sorcier. Donc là, bon, alors René, prochainement, nous allons aborder aussi cette question un petit peu. Ça se voit qu'on est avec l'un des connaisseurs du monde du Proche et Moyen-Orient, arabo-musulman. Alors, René, bon, pour l'Afrique, peut-être les gens vont se fier à ta peau pour penser que tu es extérieur à l'Afrique. Je résume ce que René a dit. Il est né au Sénégal, c'est ça? À Dakar, il connaît. En tout cas, il a grandi au Sénégal. Il a connu Sékou Touré qui était ami à son oncle. Il connaît les Houphouët-Boigny qui étaient communistes à l'époque. Les Houphouët-Boigny, c'est-à-dire les anciens leaders, comment dirais-je, qui sont arrivés après l'indépendance de l'Afrique. Et l'histoire de René et l'Afrique et les Africains continue jusqu'à aujourd'hui. Prochainement, nous parlerons aussi, il a beaucoup de choses à nous dire sur l'Afrique. Mais l'intérêt du sujet qu'il vient de développer, qu'il n'a pas d'ailleurs épuisé, a fait que la deuxième question n'a pas été posée. Mais vous ne perdez rien à attendre. René est totalement à notre disposition. C'est quelqu'un qui anime beaucoup de conférences. D'ailleurs, il en a une à Genève bientôt. Mais de toutes les façons, il trouvera un temps pour nous. En tout cas, René Naba, je suis très très content du temps que tu as consacré au Guépard.net. Je rappelle aux internautes du Guépard que René est régulièrement publié sur la rubrique internationale du Guépard.net. Et merci beaucoup pour le temps consacré au Guépard.net et à très bientôt, René Naba. Je le consacre pour l'Afrique à travers le Guépard. Déjà, c'est parce que je suis en face de René l'Africain. Voilà. Ben, merci beaucoup, chers internautes du Guépard.net, et à très bientôt. Il y a beaucoup de surprises que René nous réserve. Merci de votre patience et à très bientôt.